Quand vous voulez. On est parti, allez. Donc, bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour cette nouvelle session d'Africa Startup. On va faire en français, je pense, sur cette partie-là. Je pense qu'on peut y aller en français, allez. Nos amis nous regardent. En tout cas, on mettra sous-titrage au cas où, non? Oui, aussi. Ça peut se faire en portugais. En portugais, oui, ouais. pour nos amis Claire du Angola. Ouais. Très bien. Allez. Bah, Chris, en tout cas, je dis encore bravo à toutes les équipes qui ont mis en place Facebook Live durant 2 jours. Vous avez suivi en direct des témoignages, des partages d'expériences du continent africain. Nous avons reçu plus d'une 70, je crois. À peu près, oui. À peu près 70 startups venues du Kenya, d'Afrique du Sud, de l'Angola, du Rwanda, Maroc, de la partout. Tunisie, Bénin, voilà, en fait, Togo, de toute l'Afrique. Hein. Et puis, on continue justement dans la lancée et on a le plaisir d'aborder certains sujets, des sujets qui passionnent nos téléspectateurs, le sujet de l'accompagnement, le sujet du financement aussi, parce que ces projets ne peuvent exister qu'à travers ce type d'accompagnement. On parle des incubateurs, on parle des accélérateurs, mais on parle aussi des plateformes et des investisseurs, bien sûr, qui sont là, d'ailleurs, très nombreux à AfriCup. Alors, je vais introduire. S'il te plaît. J'ai autour de moi une brochette. Vraiment, on est dans la crème de la crème. Et je vais présenter Madame Fleur Chibuta, qui est directrice communication d'Africa 50. Ravi. Bonjour, bonjour à tous. Hello Kigali et Kelab. Ravi, enchanté de votre présence. Alors, ça fait quoi d'être à Tunis, vivre l'AfriCup en live? C'est une magnifique expérience. Nous, à Africa 50, nous sommes une plateforme d'investissement. Et c'est vrai que traditionnellement, on investit plutôt dans les infrastructures. Mais là, on a un projet de Open Innovation. Et dans ce cadre-là, les startups nous intéressent. La thématique, c'est le Last Mile Internet Connectivity. Et je pense que pendant les 2 jours que j'ai passés ici, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui ont des idées incroyables. Donc, je me sens vraiment énergisée pour la suite dans le cadre de ce projet. Alors, on a autour de nous pas mal d'acteurs. On a des amis du Rwanda, du Sénégal, du Maroc et du Congo. Du Congo, notre ami. Alors, notre ami du Congo, on va prendre... lequel de Congo? Effectivement, on pose la question, c'est vrai de distinguer. Alors, du Congo-Kinshasa. L'histoire du vrai et du faux, on ne va pas entrer dans la polémique, quand même. On a dit pas de politique. Pas de politique, pas de polémique. Alors, voilà. Tu peux te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Orlan Mangala et je suis Chief Communication Officer de la startup Soteco. Et... Pardon? Ah oui. Effectivement, nous avons participé hier au concours de pitch également et nous sommes connus en fait avec l'équipe de Hub Africa lors du roadshow qui s'est fait du coup à Bruxelles où nous avons été sélectionnés pour les phases finales qui ont eu lieu à Casablanca où nous sommes arrivés 2e. Bah bravo, en tout cas, vous avez fait sensation durant cette AfriCup et durant de Hub Africa aussi. Vous avez fait un gros tam-tam justement sur le continent. Alors Merci. Je me tourne à ma droite, Zakaria Fahim, qui est un véritable acteur de l'écosystème entrepreneurial et start-up en Afrique, à travers la plateforme Hub Africa, qu'il a cofondée. Oui. Zakaria Fahim. Bonjour à nos amis de Kigali. Effectivement, donc... Et de toute l'Afrique, hein. Il n'y a pas que Kigali, il y a pratiquement tout le monde qui nous regarde. Hein. Donc bonjour tout le monde. Donc on est très heureux à cette belle ville de Tunis, qui aussi nous rappelle que l'Afrique, elle est plurielle. Donc c'est un peu un de nos leitmotivs. C'est aussi, en plus d'être une plateforme qui accompagne les startups à l'accélération, mais aussi le développement des PME à l'international, nous sommes convaincus qu'il faut faire du plaidoyer. Et c'est pour ça que nous avons été à l'initiative de la loi sur l'auto-entrepreneur, Business Angel Crowdfunding. Et notre dernier fait d'armes, c'est la ZLECA des entrepreneurs. Et on est très attachés pour travailler à réduire l'asymétrie aujourd'hui sur les entrepreneurs africains pour qu'on puisse avoir les mêmes chances quand il y a un événement sur le continent, qu'on ne soit pas freiné par les visas. Et donc là, il y a un plaidoyer que nous portons parce que nous restons convaincus
qu'être performant c'est bien, mais si on ne peut pas se déplacer, si on ne peut pas saisir les opportunités, nous sommes pénalisés, donc on va travailler sur ce projet. Effectivement, Zakaria, un vrai sujet d'actualité d'ailleurs qu'il faudrait imposer dans toutes les grandes rencontres. Chris, tu sais que durant l'Afrique Cup, beaucoup de startups ont eu des problématiques de visa. Et je parle qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent en témoigner. Raoul, juste ici, qui arrive du Rwanda, et d'autres personnes du Rwanda n'ont pas eu de problème. Lui a voulu visiter un peu plus l'aéroport avec ses problèmes de visa. Alors raconte-nous brièvement, il s'est passé quoi? Déjà, présente-toi au niveau de l'audience. Oui, c'est bon. Je m'appelle Raoul Rugamba et je suis directeur général d'une compagnie qui s'appelle Hobe Agency, qui est basée au Rwanda. Et je suis producteur de cet événement, de ce projet qui s'appelle Afrique Live. Et merci d'être venu ici. Donc, pour ma petite balade à l'aéroport, je suis arrivé et c'était super compliqué d'avoir mon visa, malgré la lettre que j'avais, malgré tout. Ça a pris un peu de temps, mais apparemment on était à 4 ce jour-là. Un du Ghana, un autre, 3 du Ghana et moi du Rwanda. Donc apparemment les autres n'ont pas eu beaucoup de problèmes. À 5 minutes, ils ont eu leur Après, il y a visa. beaucoup de gens qui sont arrivés qui n'ont pas eu ces problèmes-là, mais bon, forcément, comme ça arrive souvent, ponctuellement, il y a ces petites problématiques. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'aperçoit sur les problèmes de frontières, de passeports, de zones économiques, ECOWAS ou autres, que des fois on demande aux startups de penser plus grand que juste leur pays, surtout quand on a des pays qui sont petits ou de taille intermédiaire. Mais après, soit au niveau des visas, soit au niveau de pouvoir aller sur un marché, il y a effectivement ces blocages. Et je pense quelque chose auquel il faut remédier. Même si on a entendu parler depuis quelques mois de la zone d'échange au niveau de l'Afrique, je pense que beaucoup de monde l'attend. Ça va prendre son temps, mais au moins ça va dans la bonne direction, je pense. Alors effectivement, Chris, donc merci pour la thématique justement utilisée par Hub Africa actuellement. Je me tourne vers monsieur Alioune Gueye. Alioune Gueye qui est CEO de Afrique Challenge, entre autres, et aussi commissaire général de Hub Africa. Vous parcourez l'Afrique de fond en comble. Vous êtes connu dans les différents écosystèmes avec qui vous échangez régulièrement à travers l'African Pitch Roadshow. Aujourd'hui, juste pour rebondir sur cette question de déplacement, cette problématique de visa, comment vous la percevez en tant qu'acteur de l'écosystème entrepreneurial en Afrique? C'est vrai que merci déjà pour l'invitation. Je pense que très souvent on se rend bien compte que ces frontières sur le continent sont des frontières complètement artificielles. Parce que les bonnes dames qui travaillent, qui commercent à la frontière du Cameroun ou du Nigeria, du Togo, du Ghana, c'est une ligne, ça ne veut rien dire. Si vous mettez un pied, vous êtes au Ghana, de l'autre côté, vous revenez, vous êtes au Togo. Donc ça ne veut absolument rien dire. Et c'est la raison pour laquelle on a privilégié cette année un peu cette ZLEC des entrepreneurs, parce qu'ils ont un sens extrêmement pragmatique. Et l'échange entre ces différentes parties du continent s'est toujours fait. Les frontières, en réalité, n'oublions pas, c'est Berlin. Berlin, 19e siècle, 1884. C'est là qu'il y a eu en fait ce partage, je dirais, du continent et l'instauration de frontières. Des gens se sont mis autour d'une table et dire voilà, ça c'est le Rwanda, ça c'est le Botswana, ça c'est le Mali, ça c'est le Togo, ça c'est le Cap-Vert, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important que nous prenions l'initiative, que nous ne soyons pas dans une logique un peu de subir les événements, mais que nous reprenions l'initiative pour dire aujourd'hui ce sont les entrepreneurs, je dirais, de l'Est comme de l'Est, du Nord comme du Sud. On voit bien ici cette mosaïque. Zakaria ne semblait pas si bien dire, on a des noirs, on a des blancs, on a des métis, porteurs d'identités multiples, c'est des lusophones, c'est des anglophones, c'est des francophones, etc. Donc c'est vraiment un microcosme de ce continent qui bouge et qui décide de manière très pragmatique de faire des choses ensemble. Et je crois que c'est ça qui va bouger la ligne, c'est cette énergie-là qui va bouger les lignes. C'est vrai qu'il y a des initiatives au niveau de la ZLEC, on le sait, mais je pense qu'il ne faut pas se cantonner dans cette zone de confort simplement du top-down. Je crois que c'est important également que les initiatives, je dirais, portées par le bas, viennent rencontrer justement ces initiatives portées par le haut, comme Africa 50, la ZLEC, le NEPAD, enfin toutes ces institutions. Et je crois que c'est à nous aussi de jouer notre part en tant qu'entrepreneurs pour justement réconcilier le continent avec, je dirais, son avenir et qu'on ait envie d'avenir, qu'on donne envie à des jeunes,
je dirais, de croire dans les possibles, que nous dessine donc le futur africain. Merci pour cet éclairage. Zachary, tu voulais rebondir là-dessus? Je pense que ce qui est vraiment pour nous aujourd'hui important, c'est un projet qu'il faut porter ensemble. Donc, c'est-à-dire que nous, on pense que des initiatives qui sont prises, par exemple, par Singapour, un pays comme la Russie, où il y a vraiment un niveau de sécurité important, ont donné des délégations à leur patronat pour inviter leurs homologues. Pourquoi nous, aujourd'hui, on serait plus royaliste que le roi? Donc, il va falloir qu'on prenne des initiatives et qu'on considère qu'il n'est pas normal que quand j'invite un entrepreneur pour faire une joint venture, pour travailler ensemble d'un autre pays du continent, que je sois obligé d'attendre 15 jours, 3 semaines, un mois. Et là, il y a un vrai sujet. Donc, on doit être capable de se dire stop. Et je pense que ça a été rappelé, demander à nos entreprises, à nos startups de se développer tout en gardant cet handicap, c'est pas faire. Et donc je crois qu'il faut le dire maintenant et on espère qu'on pourra arriver à des résultats parce qu'on peut démontrer que des pays qui ont des vrais sujets de sécurité ont osé. Donc on peut le faire. Maintenant, à nous de pousser. Alors justement, l'argent n'a pas de frontières. L'argent circule librement et grâce au mobile paiement. Mais l'investissement justement auprès des startups, on a la chance d'avoir Africa 50. Aujourd'hui, comment vous palliez pour accompagner des infrastructures à travers le continent africain et comment vous allez aussi accompagner à travers l'investissement les startups, financer les startups pour les faire grandir? Très bien. Alors merci. Donc effectivement, juste pour rappeler un petit peu Africa 50 qui nous sommes. Donc nous sommes une plateforme d'investissement. À ce jour, nous avons 28 pays africains qui sont actionnaires. La Banque africaine de développement qui nous a créé d'ailleurs, qui est également un actionnaire, et 2 banques centrales en Afrique. Donc ça nous permet déjà de couvrir une bonne zone en Afrique. C'est vrai qu'on investit dans les investissements, dans plusieurs secteurs, l'énergie, le transport, les télécoms. Et récemment, nous avons lancé une initiative qui est dédié au dernier kilomètre Internet, donc Last Mile Internet Connectivity. Et c'est dans ce cadre que nous sommes porteurs que nous souhaitons recevoir des solutions de la part des différentes startups, aussi bien en Afrique qu'à l'international, qui ont des solutions qui pourraient permettre d'apporter l'Internet dans les zones reculées ou les zones qui sont mal desservies, l'Internet haut débit à un prix raisonnable ou abordable pour le consommateur. Alors je sais que dans pas mal de pays d'Afrique, il y a déjà des startups qui travaillent sur cette problématique. À Africa 50, nous sommes prêts à recevoir ces solutions. On a ouvert un Open Innovation sur Internet. Le lien est ouvert jusqu'au 31 décembre. Donc c'est un appel que je lance à toutes les entreprises qui nous regardent, des startups ou des entreprises plus grandes également. Toutes celles qui ont réfléchi à cette problématique, qui ont des solutions à travers la chaîne de valeur de l'Internet en Afrique, nous vous appelons à soumissionner vos offres sur le site de Africa 50. Voilà, en tout cas, merci. J'ai appris que vous aviez un rendez-vous très important. Donc, on va vous libérer. Merci, Fleur Chibuta. Merci beaucoup. Un mot, Chris? Non, j'allais dire on va vous libérer, mais on va continuer avec le reste du panel. Tout à fait. Encore une fois, grand merci. Et puis, je pense qu'on continuera à se revoir un peu partout aux 4 coins de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Donc, Zachary a un avion à prendre, n'est-ce pas? Alors, on va les laisser partir. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de visa. Hein? Ah bon? Merci beaucoup. On continue justement avec Alioune Gay, Raoul et notre ami du Congo. Donc, alors, justement, Soteco. Calez-vous ici. Voilà, on va se resserrer, ça va être plus convivial encore. Alors, Soteco, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu rapidement expliquer ce que vous faites? Alors concrètement, Soteco, c'est une entreprise immobilière. Une entreprise immobilière qui ne se contente pas de faire simplement de la promotion. On fait plus que de la construction, on fait plus que de la vente. L'idée de Soteco, c'est de permettre au final de matérialiser une alternative au mode de vie africain. Une alternative qui est basée non pas sur l'invention d'une nouvelle manière de vivre, mais une alternative qui est basée sur le fait de réhabiliter les méthodes anciennes avec les méthodes d'aujourd'hui pour créer l'Afrique de demain. En fait, on s'inscrit dans la philosophie de certains penseurs, comme on dit, de la postcolonialité, tels que Felwine Sarr, qui nous appelle finalement à penser une Afrique qui est conçue par des Africains, pour des Africains, et selon les paradigmes africains. Et nous, ce que nous faisons pour ça,
c'est que nous travaillons sans les mouches. Nous travaillons avec des matériaux locaux, parce que c'est écologique d'une part, mais aussi parce que ça fait partie de notre héritage culturel. Ça nous permet d'assurer des coûts qui sont plus bas, une meilleure qualité, et en plus de cela, cela permet évidemment qu'on réponde quelque part à la crise du logement, puisqu'il faut pouvoir construire rapidement, bien, solide, de qualité, pour les couches les plus précarisées, comme pour les couches les plus exigeantes, qui ont des besoins et des moyens beaucoup plus conséquents. Alors, Alioune, justement, votre rôle est depuis plusieurs années d'identifier ces projets qui sont des projets à fort impact, si je prends l'exemple de Soteco, à fort impact. Est-ce qu'il y a une niche dans laquelle aujourd'hui l'Afrique est en train de se révéler par rapport au type de projet? C'est clair qu'on ne va pas faire ce que fait la Silicon Valley avec des projets ultra sophistiqués, mais des projets qui répondent à des besoins vitaux, des besoins réels et urgents. Moi, je crois que l'exemple de Soteco est vraiment emblématique parce que je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de coloniser les futurs. Parce qu'il faut d'abord décoloniser les imaginaires, comme dit si bien Felwine Sarr. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est que se réapproprier, en fait, ce que nos anciens, ce que nos aïeux faisaient, parce qu'il y avait du bon sens en cela, dans ces matériaux-là. En termes d'isolement, en termes de fraîcheur, je ne suis pas architecte, hein, mais j'essaie de comprendre, en termes d'isolement, en termes de fraîcheur, etc., etc. Et donc je crois qu'aujourd'hui, s'emparer des technologies du futur, mais tout en restant authentique, et pour moi le mot est clé, c'est la question de l'authenticité, il me semble essentiel. Parce qu'il faut que nous soyons en adéquation avec les environnements dans lesquels nous vivons. On le sait, quand on regarde par exemple l'hôtellerie, il n'y a rien qui ressemble plus à un hôtel qu'un autre hôtel. Je vois par exemple, quand je vais beaucoup en Asie du Sud-Est, ils ont un concept justement qui s'appelle long houses, dans lesquels vous avez des cases qui sont très longues. Et en fait, comme les gens vivent en famille, c'est leur mode de vie, eh bien, vous allez avoir en réalité, quand le garçon de la famille se marie, il ramène sa femme dans la maison. C'est ça la tradition. Donc, du coup, on fait grandir la case. Mais en même temps, beaucoup d'hôtels à Bornéo, etc., épousent la même architecture. D'accord? Et donc, voilà ce que j'appelle l'adéquation, etc. Donc, venir planter un Kempinski, un Sheraton, je dirais sans saveur, sans authenticité dans nos espaces, je pense que là sur ce plan-là, je crois que nos architectes, tous qui sont, doivent être dans cette logique. Et c'est pour ça que, quand je regarde, en faisant le tour du continent, mais également de la diaspora africaine basée en Europe, ce que l'on recherche, c'est l'authenticité, mais c'est aussi le fait qu'on comprend bien qu'ils ne font pas de l'invention pour de l'invention, ils ne font pas de l'innovation pour de l'innovation. Ce que l'on remarque bien, c'est qu'en réalité, ils cherchent à résoudre des problèmes très spécifiques. Et on le voit quand on parle de transfert d'argent, quand on parle de questions qui ont trait à la santé, quand on parle d'éducation, etc. La plupart de ceux que l'on voit, tous ils vous disent, voilà, moi j'étais dans un village, il n'y a pas Internet, je me suis posé la question comment on va faire pour. Ou moi j'ai ma femme allait accoucher et puis on arrive au dispensaire, il n'y avait pas ceci, cela. Donc les gens vont résoudre d'abord des questions extrêmement pratiques. Et j'ai bien dit authenticité. Le deuxième point qui ressort très fortement de cela, c'est apparu aussi dans son intervention, c'est le fait que c'est aussi la frugalité. C'est le fait que nous sommes bien conscients que nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous avons beaucoup de handicaps, de transport, de disponibilité d'énergie, etc. Elle vient de parler tout à l'heure, Africa 50, de l'Internet qui n'est pas disponible partout. Comment est-ce qu'on fait? Parce que malgré tout, on est pressé, on a besoin d'avoir ces services-là, on ne va pas attendre. Si on doit attendre l'émergence qu'on nous dépeint, on sera tous morts en bonne santé, on n'aura rien vu. Donc il faut commencer par quelque chose. Et je crois que c'est ça, je pense, ce génie africain, que cette capacité, sur les contraintes que nous vivons, matérielles, très pratiques, d'inventer des choses, je dirais, qui sortent du lot. Je vous donne juste un exemple pour illustrer mon propos. Nous avons tous un téléphone cellulaire. J'ai échangé avec hier un créateur qui a mis en place, il n'est pas allé à l'école, il a mis en place un dispositif. Lorsque vous mettez, je dirais, votre téléphone il a une espèce de mallette spéciale, il vous garantit que le verre est incassable pendant 1 an. Alors que nous tous, vous et moi, on achète en fait des verres de protection. Ce gosse n'est pas allé à l'école.
Nous avons au Maroc un jeune Sénégalais qui a mis en place un outil qui permet de générer de l'électricité sans aucune source extérieure. Ce gamin n'a même pas un CEP. Et je pense que également, ce qui est important, nous sommes des pays où l'informel est extrêmement important. Comment est-ce que nous faisons pour aujourd'hui identifier tous ces génies, tous ces Mozart assassinés qui, je dirais, sont dans un village, dans une ville, mais personne ne les connaît. Nous, parce que nous appartenons à des réseaux, nous sommes dans des environnements qui font qu'on est facile à identifier. Donc, on va nous inviter à... Mais ces gens, il faut également on les invite on board. C'est des gens qui sont créatifs, qui apportent de la valeur, qui sont certes dans l'informel. Comment est-ce qu'on arrive également à les organiser, à structurer cette énergie-là? Parce que je suis sûr que le basculement viendra également de ces gens-là. 90%, on le sait, de l'économie sur le continent, c'est une économie informelle. Donc, il faut qu'on arrive, je dirais, à rationaliser, je dirais, cette énergie-là, entrepreneuriale, parce que c'est elle qui va amener le basculement. Je pense que vous avez touché plusieurs points qui étaient intéressants. Bon, on parlait des smart cities, le fait d'utiliser des matériaux locaux, sans parler du fait qu'on est aussi, on a beaucoup de villes qui ont une population galopante, parmi les plus grandes dans le monde. Donc je pense que c'est un problème qui se pose à nous de façon immédiate. Une autre chose aussi, c'était le secteur informel et l'innovation frugale. Je pense que pour moi, justement, le secteur informel, au final, est une résultante de ça. C'est-à-dire que les gens n'ont pas attendu qu'on leur invente des choses, que l'État fasse des choses pour eux. Ils ont trouvé leurs propres moyens. Et sachant que, en général, l'Afrique a beaucoup de richesses, mais s'il y en a une qui est vraiment très importante, c'est la créativité, avec pas grand-chose. Maintenant, une question justement que j'ai, et peut-être aussi bien pour les startups, mais aussi pour ceux qui les aident, c'est souvent on pense à investir dans tout ce qui est technologie, etc. Mais comment ou quelles actions vous menez pour essayer justement de toucher ce secteur informel? Alors on parle de bancarisation, on parle de les structurer, comptabilité, etc. Quelles actions vous menez pour essayer justement de les tirer vers la technologie, vers l'évolution, etc. Alors, on a commencé un programme il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle ESP, Entrepreneurship Spirit Program. Parce qu'on se rend bien compte également que autant ces gens sont des créatifs, sont des génies nés, mais autant également être entrepreneur, c'est aussi être aussi un gestionnaire. Et donc, en 3 jours, on a un dispositif qui permet de la formation, ce n'est pas des PowerPoint, hein, c'est de les former, je dirais, de manière très pratique à l'entrepreneuriat, de manière à ce qu'ils comprennent qu'un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui doit être complet. Ils doivent gérer du capital humain, ils doivent comprendre ce que c'est que la finance. Et bien entendu, souvent, ils sont le nez dans leur guidon, voilà, ils sont dans leur truc, comme on dit. Mais c'est important aussi de se rappeler qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui facture et qui encaisse. At the end of the day, c'est pas simplement innover pour innover, c'est pas seulement sortir des inventions. Et donc, sur ce plan, on les accompagne sur ce point de vue. Nous sommes en train de mettre en place un fonds d'investissement modeste. Mais c'est des gens qui n'ont pas besoin de 3 millions d'euros pour démarrer. Et c'est pour ça que quelques milliers d'euros ou quelques milliers de CFA. Et c'est pour ça que aussi, là encore, nous devons être inventifs. Il nous faut aujourd'hui inventer un métier entre la microfinance, c'est trop petit pour ça, et le private equity. Il n'y a rien au milieu. Il faut que nous arrivions à créer justement des tickets qui soient plus modestes, qui permettent justement à ces gens-là de faire des MVP, de mettre des solutions pilotes, voilà, et de faire grandir un peu leur projet. Une question du coup là-dessus, si vous me permettez d'interrompre. Mais justement, on parle de microfinance, private equity. De ce que je vois, beaucoup d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui ont une idée, une des grosses problématiques qu'ils ont, c'est qu'il y a un moment, ils se disent j'ai besoin d'argent pour me développer. Vont voir des fois des fonds d'investissement, des incubateurs, etc. Mais non, forcément, il est habituel que ces organismes disent est-ce qu'on a un BMC, est-ce qu'on a un business plan, etc. Beaucoup ne l'ont pas, n'y ont pas pensé, donc certainement besoin d'accompagnement ou autre. Mais comment on fait, et là je reviens sur la partie secteur informel qui est peut-être à moins d'informations à ce sujet-là, pour justement les tirer vers ça, pour qu'ils puissent aller chercher des fonds, alors peut-être pas aussi importants qu'habituel. Et la deuxième partie de la question, c'est côté investisseur, comment faire pour aller les faire descendre justement, aller voir ces entrepreneurs qui n'ont peut-être pas des garanties telles qu'ils les entendent habituellement. C'est en ça qu'il est important justement que nous arrivions à agglomérer toutes ces parties prenantes, tous les stakeholders. Smart Africa était là, Africa, Hub Africa, toutes les startups, tous les écosystèmes, etc. Et je crois que c'est ça, c'est d'abord de se parler. C'est de se parler
Et je crois que c'est déjà la moitié de la solution. Parce que malheureusement, nous travaillons encore trop en silo. Et j'ai trouvé original, justement, de faire venir des investisseurs, de mettre en place cette deal room, où justement, en live, en direct, eh bien... Ils s'en filtrent. Voilà, tout à fait, ils filtrent. Mais en même temps, je pense que ce serait intéressant qu'on mette en place une dimension aussi un peu pédagogique pour préparer les startups à aborder cette phase-là. Parce qu'un investisseur également, c'est quelqu'un de pressé, il a un agenda de ministre, etc. Donc, comment justement préparer au mieux, formaliser au mieux les offres de valeur de ces différentes startups, de manière à ce que, eh bien, elles démultiplient les chances de succès, justement, de remporter donc le financement dont elles ont besoin. Donc, je pense que sur ce plan-là, il y a un travail effectivement à faire au niveau des startups, parce que trop souvent, hélas, elles butent sur le fait qu'elles ne répondent pas à un ensemble de formats. Parler à un financier, il faut pouvoir porter les lunettes du financier. Et pour ça, je crois que là, il y a un peu d'éducation, j'allais dire, de capacity building à apporter. Et c'est pour ça qu'également, nous ne pouvons pas tout faire. Il faut donc, à travers un maillage, à travers des partenariats que nous parvenons à faire grandir, et c'est ça le sens de l'écosystème, chacun donne ce qu'il sait faire au mieux. Par exemple, juste je finis sur ça, j'ai rencontré la semaine dernière, j'étais à Berlin, on fait cette formation pour justement sensibiliser à l'entrepreneuriat, etc. Mais parfois, on le fait par exemple pour les migrants économiques. Il y a beaucoup de migrants économiques aujourd'hui au Maroc, justement pour leur donner des outils qui leur permettent demain d'entreprendre. Et puis, je rencontre une dame à Berlin qui me dit, mais et après, c'est des personnes qui effectivement ont ces outils, mais ils vont dans quel secteur? Mais il ne sait peut-être pas qu'au Mali, il y a énormément de potentiel dans l'agroalimentaire. Donc il faut que quelqu'un, quelque part, le prenne par la main, l'accompagne pour lui, voilà, tu sais, il y a telle possibilité. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est aussi un appel, parce qu'il faut que, je crois, plus de dirigeants consacrent du temps à mentorer des startups. Plus d'entrepreneurs à succès prennent du temps, en termes de give back, à partager avec leurs plus jeunes frères, leurs plus jeunes sœurs. Parce que c'est comme ça qu'on crée cette chaîne de transmission qui permettra de faire grandir tout le monde ensemble. Et je crois que sur ce plan-là, oui, on n'a pas suffisamment cette mentalité du mentoring. Je pense qu'elle est importante, sans oublier, parce que vous parlez de financement, qu'il faut plus également d'investisseurs africains, plus de mécènes, de philanthropes africains. On ne peut pas s'attendre simplement à ce que ce soit des Américains, des Suédois et des Japonais qui viennent financer l'innovation en Afrique. Donc il faut qu'on commence d'abord, parce que c'est ça qui va donner confiance, pour donner envie d'aller plus loin. Effectivement. Je vais juste, vas-y, je te laisse parler. J'aurais une question au niveau la confiance, mais je vais me tourner. Effectivement, on parlait de l'informel. Aujourd'hui, bon, on a d'un côté en Afrique les GAFA qui contrôlent, qui monopolisent la connaissance, l'information. Et c'est clair qu'on n'a pas l'occasion de découvrir. Tu le disais l'autre jour, l'Afrique, c'est 54 pays, mais c'est plus de 3000 langues, avec des milliers et des milliers de cultures. Dans un seul pays, il y a déjà plusieurs langues, et ces choses-là, on ne les trouve pas sur Google, on ne les trouve pas sur YouTube. Et aujourd'hui, on parlait de mettre en lumière ces startups, justement, qui sortent de l'informel. Il y a des médias, on commence à réagir avec des médias locaux, donc réinstaurer le média grâce au digital. Je me tourne vers Raoul qui a lancé Africa Live, initiative du Rwanda. Et justement, c'est ce genre d'initiatives qui permettent aussi de mettre en lumière, comme maintenant aussi, c'est l'occasion de mettre en lumière, parce qu'on ne peut pas faire confiance non plus à toutes ces chaînes internationales qui monopolisent, bon, je veux sans citer les RT, France 24, ou toutes ces chaînes qui viennent occasionnellement parler un peu de nos écosystèmes. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de parler de nous, d'aller les dénicher et d'en parler nous-mêmes. Alors, Africa Live... Juste pour rebondir là-dessus, je redonnerai la parole à Raoul. Comme tu dis, je pense que ces chaînes-là ont leur place, mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, c'est aux Africains de parler de leur propre histoire, de faire l'histoire. Donc le fait justement d'avoir des chaînes, là aujourd'hui, bah, c'est le cas, on est sur les réseaux sociaux. Raoul va nous parler d'Afrique Live. Je pense que c'est aux Africains maintenant de mettre en avant ce qu'on fait, de bien comme de mauvais, les challenges qu'on peut avoir, et ensuite d'essayer d'avancer. Et peut-être Raoul, si tu peux nous expliquer un peu le concept justement d'Afrique Live, comment ça t'est venu, et puis la vision aussi, où est-ce qu'on va avec ça? Merci beaucoup. Là, je vais juste répondre par une question avec le grand frère Alioune, ce qu'il vient de dire.
Ce qui peut te dire qu'au Kenya, j'étais là il y a un mois, plus de 2 millions de startups ont fermé. Ils ont fermé pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu résister au marché. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils vendaient était mauvais, non. Mais si il y avait moyen qu'ils vendent ce qu'ils étaient en train de vendre en dehors de Kenya, ça pouvait marcher. Parce que peut-être qu'on avait besoin de ça à Kigali, peut-être qu'ils avaient, ils avaient besoin de ce produit en Tunisie et tout ça. Donc Afrique Live alors vient à répondre à ce besoin. On veut avoir une connexion des startups d'un peu partout dans le monde, en Afrique, vendre leurs produits en dehors de leur pays natal. Mais ça doit se faire en phase. Donc la première phase est ça, et le média. Et utiliser les plateformes gratuites qu'on a, YouTube, Facebook, WhatsApp et tout ça, pour partager ce que je fais, ce que quelqu'un d'autre fait. Et à partir de ça, on crée des partenariats aussi. Afrique Live est venu dans AfriCap en Tunisie par de partenariats. On s'est rencontrés il y a quelques mois à Kigali avec Founder Family et on travaille sur un projet de OIF, OK Lab. Et on s'est dit, écoute, et si moi je vais organiser des trucs dans un pays, ça va me coûter beaucoup d'argent. Mais si on se met ensemble et qu'on crée un partenariat, je ramène mon savoir, vous ramenez votre savoir aussi, et on met ensemble un média qui ne va pas coûter trop cher et qui va nous permettre à partager ce qu'on fait. Ce que je fais et il y a quelqu'un d'autre quelque part qui en a besoin. Donc c'est voilà. Et Afrique Live sera une plateforme pour mettre en lumière ce que les Africains font et la beauté des pays africains. Est-ce que tu peux nous parler du coup des différentes phases? Tu parlais de cette première phase au niveau des médias, mais ensuite c'est quoi la vision derrière? La première phase, c'est ça, c'est connecter les pays en organisant des événements, en organisant des small workshops dans plusieurs pays, dans des partenariats. On diffuse, on connecte avec d'autres pays de partout, comme là on est connecté au Rwanda. On interagit, on partage, et ça c'est la première phase. On va le faire dans plusieurs pays. Aujourd'hui, c'était le lancement de la plateforme Afrique Live. Et la deuxième phase serait créer maintenant le marché pour tous ces startups. Donc d'ici juin l'année prochaine, on aura une plateforme mobile et web où les gens vont pouvoir connecter encore plus pour faire plus de business. Au Rwanda, on a besoin de raw materials pour les habits. Les matières premières. Les matières premières pour les habits, le Made in Rwanda. Mais on trouve la plupart de ces matières premières en Égypte. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Donc si je peux connecter la personne qui est en Égypte, qui vend les matières premières, à la personne qui fait les habits au Rwanda, ça serait un gagnant, un win-win pour les deux. Donc c'est ça la deuxième phase de Afrique Live. Je voulais rebondir sur aussi une chose, le rôle que jouent ces plateformes. C'est ce que j'ai pu remarquer, et un exemple qu'on a eu quand on était à Vivatech, c'est souvent les startups qui viennent du continent, qu'elles soient du Maroc ou de la Tunisie ou du Sénégal, du Gabon, du Rwanda, quand elles arrivent dans des plateformes internationales comme Vivatech, je parle même pour les Marocaines, on avait invité 16 startups. Les startups étaient venues pour exposer leurs solutions et ces propres startups ne se connaissaient pas entre elles. Et ça, j'ai remarqué que c'est un vrai problème parce que la première chose que nos plateformes peuvent faire, c'est déjà apprendre aux startups à travailler ensemble. Et je ne sais pas si tu te rappelles, ce matin, on a eu un exemple concret et parfait avec Nuru, la startup d'Infocorp du Rwanda, une startup de l'Ouganda et une startup du Zimbabwe. Et les trois startups étaient complémentaires. Les unes qui ne savaient, ils sont voisins bien sûr, les unes ne savaient pas ce que faisait l'autre. Et quand elles ont réalisé que chaque startup faisait en fait
quelque chose qui était complètement complémentaire à son action. Elles ont réalisé qu'elles pouvaient travailler ensemble. Et je pense qu'on a un rôle à jouer, que les plateformes comme Africa ont aussi un rôle à jouer, et les médias, à essayer de mettre en relation toutes ces startups. C'est pas simplement la mise en relation avec des investisseurs, c'est aussi faire travailler les startups ensemble. Pour rebondir sur ce point et par rapport à ce que disait Raoul, justement, on a ici Orlando qui est juste à ma gauche. On s'est rencontrés il y a 2 jours en arrivant ici à AfriCup. Et bon, comme beaucoup d'Africains, il a plusieurs casquettes, plusieurs activités. Mais une chose qui était intéressante, c'est qu'il m'expliquait parmi une de ses activités, et peut-être tu nous en parleras un peu plus, c'était la partie mode. Donc depuis Bruxelles, mais notamment aussi connecté avec le Rwanda. Et il se trouve que justement en mai, avec Raoul au Kelab, on a organisé un événement donc dans le cadre de la Founder Family et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On a organisé un événement qui s'appelait Battle Graphic. Et le but étant, le projet de l'OIF était de dire on voudrait que les Africains créent un design propre. Donc on a le wax, etc., mais qui vient d'Europe. On veut qu'ils créent un design qui leur soit propre et faire la promotion. Donc la Founder Family, ce qu'elle a proposé, c'est un événement qui était une bataille graphique. Donc c'était de prendre des designers qui viennent en général du web, du digital, les coupler avec des créateurs de mode, et ensuite de leur dire vous allez discuter ensemble. Les designers vont réfléchir à un thème, et forcément avec leur historique, venant d'Afrique du Nord, c'était peut-être des motifs amazides, venant du Congo, du Bénin, c'était autre chose. La bataille graphique, c'était 4 personnes, 4 designers du Rwanda, 4 du reste de l'Afrique, Maroc, Congo, Bénin et Tunisie. Et au final, ce dont on s'est aperçu, on avait mis des télés juste derrière les designers, et ce qui était intéressant pour les participants, c'était de voir depuis le premier moment où le designer fait le point, de voir comment ça évolue. Parce que souvent on dit à un designer, je voudrais que tu me fasses un super design, un logo, etc. Il part de son côté, il nous revient, papa, magie, et il nous donne le produit fini. Mais là, en fait, le fait de voir évoluer, c'était très intéressant. Ça a même inspiré d'autres créateurs qui étaient dans la salle. Et le but était que le finaliste, le designer finaliste, travaille avec un des créateurs pour créer une ligne. Et là, on parle de faire des sacs, des habillages pour des chaussures, des habillages pour sofa, etc. Du coup, je voudrais peut-être aussi, Orlando, que tu nous parles un petit peu de ça, de ton activité, notamment la relation, on en parlait justement par rapport au Rwanda. Le fait qu'au Rwanda, ce que mentionnait Raoul, ils n'ont pas forcément la possibilité d'imprimer ou d'importer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes activités ? Bon, eh bien, c'est vrai que j'ai donc plusieurs casquettes. Et ici, il s'agit d'une casquette qui est purement orientée sur le milieu artistique. Du coup, je fais partie en fait du réseau Ochola. Ochola, c'est O-C-H-O-L-A. Alors, nous sommes établis à Bruxelles, mais aussi à Cotonou. Bruxelles, c'est là où j'opère. Je suis en fait co-gérant de la galerie d'art avec mon grand frère. Et ce que nous faisons, c'est la promotion de l'art africain. Nous promouvons tout ce qui est artistique et de la main africaine, c'est-à-dire tant la littérature que la peinture, la sculpture, l'ébénisterie, les travaux d'artisans en tout genre, et bien entendu, le vestimentaire. Ce qui fait que nous avons différents designers qui passent par nous et nous sommes leurs distributeurs exclusifs. Nous avons aussi d'autres designers africains, cette fois-ci non pas établis en Europe dans la diaspora ou en Amérique, Pacifique, Caraïbes, mais qui cette fois-ci nous envoient leurs collections afin que nous puissions les distribuer en Europe. Parce qu'il faut garder en tête évidemment que ce n'est pas toujours facile pour des personnes établies en Afrique qui ont tout le talent du monde, des moyens et même des contacts de pouvoir distribuer leurs produits partout où ils veulent, parfois pour des raisons simplement fiscales ou alors pour des problèmes de logistique, etc. Ce qui fait que nous fonctionnons de différentes manières avec les différents producteurs. Et l'idée, c'est que là, nous sommes en train de mettre en place une marketplace. Parce que l'idée, c'est de pouvoir faciliter encore l'accès, de faciliter le partage et aussi, du coup, de diversifier l'accès, les produits qui sont disponibles et quelque part répondre à une problématique qui est celle de pouvoir permettre à l'Afrique de faire du commerce de manière efficace, droite, digne avec l'Europe et avec le reste du monde, sans avoir le sentiment que les mouches attaquent, sans avoir le sentiment d'être limité parce que les régulations empêcheraient certaines choses.
Alors, moi, j'ai une question, je vais me tourner vers Alioune. Aujourd'hui, en parlant de créativité, comment les pays peuvent encourager la créativité dans cette jeunesse qui bouillonne de créativité? On voit beaucoup de créativité sur Instagram. Ne parlant que d'Instagram, il y a le wax, la mode, mais pas que ça, la peinture, l'art, la musique, la danse. Et c'est un phénomène qui est en train de conquérir le monde. Comment aujourd'hui les pays peuvent accompagner et encourager cette créativité auprès de cette jeunesse? Alioune. Si tu étais le président de l'Union africaine. Alors là, tu mets la pression, là. Ah non, il n'y a pas du tout de pression. C'est Grosse clair dans pression. ma tête. Moi, je crois que le premier point, je pense que déjà, faire rentrer l'entrepreneuriat, l'enseignement de l'entrepreneuriat à l'école, je crois que c'est une révolution pédagogique qui serait déjà exceptionnelle. Parce que nous avons énormément de talents. Je vois par exemple, je cite un pays dans lequel nous avions fait un pitch, comme dans l'African Pitch Roadshow. Et le ministre qui était à côté de moi était triste. Il me dit, songe que tu as 900 000 jeunes qui ont postulé pour 2000 postes de fonctionnaires. Alors j'aime beaucoup, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais je pense qu'également, acte du fonctionnariat, du salariat, il y a quelque chose qui s'appelle l'entrepreneuriat et qui n'est pas suffisamment valorisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont jamais entendu le mot entrepreneur de la première année jusqu'au doctorat à l'université. Donc là, je crois qu'il y a un problème un problème déjà pédagogique à l'école, first. Le deuxième point, c'est comment arriver également, on a au Congo, Mali, Burkina, dans tous ces pays-là, on a énormément de jeunes qui ne sont pas dans l'école entre guillemets dite classique. Et cette école reste encore une école trop sélective. L'école dans le format franco-français, c'est une école qui privilégie la compétition. Si on n'a pas 17, 18 en maths, on est nul, on a raté sa vie. Moi, j'ai jamais eu ces notes-là. Voilà, on ne pourra pas faire les classes prépa, on ne pourra pas faire les grandes écoles, on a raté sa vie. Et aujourd'hui, je suis frappé de voir aujourd'hui, j'étais à Londres il y a un peu plus d'une semaine, quand je vois aujourd'hui des gens qui sont en spécialité mathématiques ou physique quantique et qui choisissent comme matière la philosophie des arts ou des questions qui ont trait au sens, je comprends que ces pays-là ont fait la mue nécessaire pour permettre d'avoir des citoyens complets, épanouis, etc. Et pas simplement avoir des calculettes ambulantes qui sont brillants mathématiquement, qui émotionnellement sont souvent pauvres et qui, je pense, nous pénalisent énormément. Donc je crois que là, sur ce plan-là, il y a d'abord une révolution pédagogique massive qu'il nous faut entreprendre. Et là, la première disruption, pour moi, c'est cela. Le deuxième point, c'est du coup, comment est-ce qu'on fait pour, du fait des contraintes que nous avons, aujourd'hui, faire entrer aussi l'ordinateur dans les classes, dans les maisons. Parce que aujourd'hui, moi, je suis frappé de voir, je suis sénégalais, je vois par exemple des gens qui ne savent pas lire, qui savent utiliser un téléphone, qui savent envoyer de l'argent par une plateforme. Donc, ces gens sont tous intelligents. Comment est-ce que l'on fait pour que, eh bien, on puisse pédagogiquement, encore une fois, faciliter l'adoption des outils numériques? Et je vois, vous voyagez tous les jours, etc. Si vous êtes à Berlin, à Londres, vous ne savez pas lire, comment vous allez faire pour gérer une correspondance, etc. Si vous ne savez pas lire sur votre smartphone à quelle heure est la correspondance, comment vous faites? Donc je pense que ça, pour moi, c'est vraiment le premier grand sujet. Le troisième élément, cette dimension culturelle. Encore une fois, on a parlé beaucoup d'industrie créative. Je pense qu'il faut bien qu'on fasse le distinguo. Les industries créatives, ce n'est pas le folklore. Il faut qu'on soit bien... C'est un business. Aujourd'hui, moi, je suis presque choqué de voir qu'un pays tel que les États-Unis réalise 4% de son PNB grâce, je dirais, aux industries créatives, et ils n'ont même pas de ministre de la Culture. Donc, il faut qu'on arrête, quand on forme un gouvernement, quand il y a quelqu'un qui traîne d'une alliance qui n'est pas très puissante, on ne sait pas quoi faire de ce monsieur ou de cette dame, on dit, voilà, on le met ou au tourisme ou à la culture. Et ça, je pense qu'il faut qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, la culture est un levier incontournable, pas seulement de réconciliation avec, je dirais, notre authenticité, on en parlait tout à l'heure, mais également, et surtout, je dirais, c'est qu'est-ce que nous apportons, qu'est-ce que l'Afrique apporte de mieux au monde. Quand aujourd'hui, une Rihanna porte du wax, je dirais, dans ses clips, vous imaginez pas l'audience que ça donne et la visibilité que ça donne. Et donc je crois que ça c'est important. Quand je vois par exemple au Burkina Faso, des gens porter des cotonnades traditionnelles grâce à Thomas Sankara,
pour démontrer leur authenticité, ça veut tout dire. Là, je ne fais pas un défilé de mode. Je sais porter aussi des costumes et des cravates. Mais parce que je fais du Made in Africa pour mettre en exergue des tailleurs sénégalais qui ont du talent et que du fait que je sois sur des places internationales, je puisse aussi les promouvoir. Alors il faut d'abord que nous-mêmes, Africains, nous soyons convaincus qu'il nous faut consommer, porter, manger africain pour que demain on puisse justement apporter cela au monde. J'ai un ami, Pierre Thiam, qui est un des grands chefs cuisiniers sénégalais basé à New York, qui aujourd'hui, dans sa cuisine, je lui dis, il me dit, je fais peu de la cuisine. En réalité, aujourd'hui, je fais du plaidoyer. C'est pas de faire des omelettes ou de faire un filet. Ce qu'il fait aujourd'hui, il valorise justement les céréales traditionnelles, le fonio, le teff, etc., qui sont des céréales authentiquement africaines, bio, qui sont très bonnes pour la santé et que le monde ne connaît pas. Voilà tout ce que nous avons à donner au monde. L'Afrique doit donner le meilleur au reste du monde. Merci de ramener ce point. C'est la question que je vais poser même à Tariq. Quand on parle de la jeunesse africaine, on sous-entend plusieurs chanteurs, plusieurs jeunes dans l'industrie du film, les fashionistes, tout ce que tu veux dire dans le domaine créatif. Mais il y en a plusieurs qui n'ont pas les moyens de survivre avec leur art. Et tu fais un truc avec ça, autour du créatif au Maroc. Comment est-ce qu'eux ils peuvent survivre avec leur art? Et comment on peut faire pour survivre de son art? Concrètement, je vais vous parler d'une autre casquette que j'ai, Alioune connaît. J'ai fondé en 2007 une association qui milite pour la sauvegarde des salles de cinéma au Maroc, qui s'appelle Save Cinemas in Morocco. Vous pouvez découvrir sur Facebook. L'idée, c'était quoi? Les salles de cinéma disparaissent une par une depuis de nombreuses années au Maroc, en Afrique, de partout ailleurs. Il n'y a pratiquement plus de salles de cinéma en Afrique, en Tunisie, en Algérie, et c'est un vrai fléau. Et ce phénomène, bizarrement, alors que d'autres pays construisent des salles, au Maroc, on était passé de 287 salles à moins de 13 salles de cinéma, 17 salles de cinéma en activité. C'est énorme. C'est même pas une salle pour 1 million d'habitants. Et aujourd'hui, moi je l'ai vécu comme un choc parce que passionné de cinéma, et j'ai eu une carrière aussi dans le cinéma, dans la production. J'ai fait du théâtre pendant 7 ans à Paris, j'ai fait pas mal de choses, d'ailleurs des films aussi. Et je me suis dit, mais comment on peut faire des films au Maroc et que le public ne puisse pas les découvrir alors qu'il n'y a pas de salle? Le seul moyen de les découvrir, c'était de les voir à travers des festivals de cinéma. Et ces films font le tour du monde, voilà, sont visibles dans d'autres festivals, mais les Marocains eux-mêmes n'ont pas accès, déjà ne serait-ce qu'à la cinématographie marocaine, parce que le cinéma aujourd'hui en Afrique a un impact très fort, permet de réfléchir, c'est un peu le miroir de la société. Quand on voit les cinéastes, comment ils traitent certains sujets, bah, on se pose des questions et ça fait avancer la société. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples comme ça au Maroc. Et donc l'action a été une initiative citoyenne. On est parti d'abord sur les réseaux sociaux, donc on a utilisé Facebook, on a utilisé tout ça pour lancer une campagne et on a invité pratiquement les artistes de différents bords, donc de la musique, du cinéma, à se mobiliser autour d'un slogan. Sauvons les salles de cinéma au Maroc. Ce slogan a été relayé à travers le festival de Cannes, on nous a invités à plusieurs reprises à Cannes, et il a été partagé en Algérie, en Tunisie, et a donné aussi inspiré des initiatives en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon. Et il faut savoir que ces salles de cinéma, en fait, dans les années 60, 40, 50, c'était pas simplement des salles de cinéma de projection, c'était aussi des salles de cinéma de spectacle. Il y avait de la musique, il y avait des concerts, et si vous remarquerez toutes les salles de cinéma qu'il y avait carrément des salles avec des loges, comme le cinéma Rialto, qui est un cinéma mythique. Vous savez que le cinéma Rialto, qui est un cinéma des années 30, a été considéré par le New York Times comme un des deuxièmes sites à visiter à Casablanca après la Grande Mosquée. C'est dire l'impact. Alors l'art déco, si je reviens à l'architecture, parce que toutes ces salles ont un impact architectural, l'architecture art déco est énorme à Casablanca et aurait pu être valorisée ne serait-ce que déjà pour le tourisme. À Miami, c'est même pas 5%. Miami n'a même pas 5% de l'art déco qu'à Casablanca.
Et donc, de fil en aiguille, on a réouvert ces anciennes salles de cinéma dans les villages, dans les petites villes, dans les médinas, et on a invité les artistes à se réapproprier à ces espaces, ne serait-ce que pour montrer ce qu'ils savaient faire. Donc on a organisé des pièces de théâtre, on a organisé des concerts, on a organisé des projections thématiques, cinéma pour enfants, des documentaires, des dessins animés, on a fait pas mal de choses dans ce sens-là. Et moi-même, avec InOne, que j'ai fondé, donc InOne, qui est une agence qui accompagne, qui fait de l'accompagnement pour les écosystèmes start-up. On accompagne notamment Orange, Maroc, enfin, l'écosystème start-up avec Orange. Et l'idée, c'était de créer, justement, on parlait d'accompagnement, mais cet univers des artistes n'est pas accompagné. Il n'y a pas d'agent. Rihanna a un agent, a toute une équipe derrière, mais au Maroc, nos artistes n'ont pas d'agent. Et donc, j'ai décidé de créer cette entité de management, de booking, pour accompagner ces artistes qui sont aussi dans l'informel, qui font de la musique un peu dans leur quartier et qui innovent, font de la musique rap, font de la musique techno, de la musique électronique. Et l'idée, c'est de les promouvoir à travers les festivals internationaux, certes, pour les faire connaître, mais aussi dans des festivals, mais aussi les booker dans des salles de concert pour leur donner de la visibilité. Et aujourd'hui, j'ai tout un projet autour des salles de cinéma qui sont abandonnées pour les réutiliser comme des espaces de concert. Et derrière, tu parlais tout à l'heure à Lyon, d'une diaspora. On a une diaspora africaine qui est énorme dans nos pays. On l'a vu hier avec l'association, et vous avez vu tous ces jeunes qui participent bénévolement, qui sont issus de la diaspora, mais qui vivent en Tunisie. Au Maroc, c'est la même chose. Si tu peux expliquer un petit peu, au final, sur l'organisation, on a des représentants des différentes communautés africaines qui vivent en Tunisie, qui s'occupent d'orienter aussi bien les speakers, les investisseurs que les participants, et forcément facilitent les contacts parce que si on est sénégalais, qu'on parle sénégalais, on peut aider, on peut faciliter. Tout à fait. Et ce que je veux dire pour finir, c'est que ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années, c'est que ces jeunes qui arrivent étudier au Maroc, c'est aussi des passionnés d'art, de musique, de danse, de mode. D'ailleurs, on avait reçu un styliste qui avait fait un défilé de mode. On a proposé pour faire le plateau artistique de la soirée de gala des Hub Africa. Et on a organisé un défilé de mode. Donc ces étudiants qui viennent aussi, ce sont des artistes, aiment la musique, aiment l'art, aiment le cinéma. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de collaborations artistiques avec des Guinéens, des Sénégalais, des gens venus du Ghana qui étudient au Maroc, Gabonais. Et là, aujourd'hui, j'accompagne 3 artistes. Donc un artiste qui est du Ghana, qui s'est associé avec un Marocain qui compose. Et ils ont monté un groupe. Aujourd'hui, ce titre, Casa Torio, est sur Hit Radio et tourne sur Hit Radio Afrique, qui est une des premières radios au Maroc. Et en fait, je pousse à regarder, à voir toutes ces collaborations artistiques qui sont en train de se faire. Et là, prochainement, je vous invite tous à suivre Visa for Music, qui aura lieu à Rabat, qui est le premier marché africain de la musique. Il y a des sortes de bootcamp, enfin de résidences artistiques qui se font actuellement au Maroc, avec des artistes du Mali, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, mais c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de sortir. Et ces groupes vont peut-être faire la révolution musicale africaine à travers le monde. Donc voilà. Je vais rebondir sur ce que tu as dit et merci pour ça. Et il y a Farid Arab d'Afounder Family qui nous a rejoint et qui me permet aussi de rebondir d'une autre façon. Donc tu parlais de la culture, des cinémas, des concerts. Je pense que pour notre génération, et j'ai peine à le dire, mais je fais partie de la génération qui allait souvent au cinéma étant jeune, adolescent ou autre. Aujourd'hui, maintenant, c'est quand même beaucoup tout ce qui est jeux vidéo. On parle d'e-sport. Et Farid qui m'a rejoint ici, on était au Bénin en fin d'année dernière pour le CNUM, pour la semaine du numérique au Bénin, organisé aussi avec Smart Africa. Est-ce que tu peux peut-être nous parler justement de l'e-sport, des industries créatives et culturelles, comment faire le lien justement? Alors on a le théâtre, etc. Mais dis-nous deux. Alors Chris, Alioune doit partir en urgence pour il va nous quitter. Mais en tout cas, merci encore, merci pour ce partage. Merci beaucoup. On va se rapprocher. Farid, tu peux venir au milieu?
Oui, alors moi je voulais rebondir, c'est vrai qu'on parle de médias, on parle d'industrie créative, et je crois que les gens, je ne sais pas si on peut parler d'un tsunami qui va arriver, qui va déplacer beaucoup de choses. Moi j'ai fait une formation la semaine dernière sur ce qu'on appelle la découvrabilité. Donc la découvrabilité, c'est comment aujourd'hui, en mode de surabondance des médias, comment on va faire découvrir une œuvre musicale. Parce qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique, il y a 134 milliards de pages web. Donc autant de contenus vidéo, photos que les artistes mettent en ligne. Et une des problématiques, c'est comment aujourd'hui on va mettre finalement en lumière, comment on va faire découvrir ce contenu. Et on le fait découvrir aujourd'hui par le numérique. Il y a une vraie problématique qui est en train de s'installer depuis 2-3 ans, c'est les algorithmes et les métadonnées. C'est qu'il y a une grande puissance qui est arrivée, c'est la puissance américaine, qui est Netflix, Google, TripAdvisor. Tous ces sites font des sites de recommandation. Netflix, par exemple, YouTube, ont des moteurs de recherche avec des algorithmes qui, aujourd'hui, prédéterminent quel sera finalement le meilleur artiste de demain. Ils expliquent même aujourd'hui que quand les gens font des recherches sur Internet, on peut prédire le succès d'un prochain artiste. Parce qu'on sait que les gens ont tapé, ont fait une requête pour savoir s'il est bien. Et donc, dans ce monde du numérique aujourd'hui, parce qu'on est passé de l'analogique au satellite, au numérique, un nouveau est en train d'arriver et je pense que c'est un acteur qui est essentiel, c'est le jeu vidéo. Et pourquoi le jeu vidéo? Parce que à la fois c'est un bien culturel. Pourquoi culturel? Parce qu'il y a de plus en plus de jeux en Afrique sur lesquels on voit des histoires de patrimoine qui sont racontées. On voit aujourd'hui à quel point le jeu peut être aussi interactif. Et on a aussi besoin peut-être de ce nouveau divertissement. J'avais rencontré le président d'une grande chaîne française, Avivatech, et qui m'expliquait qu'ils étaient en train de préparer une nouvelle chaîne aujourd'hui et que c'était une chaîne qui était dédiée aux jeux vidéo. Parce que c'était tellement aujourd'hui important. Ils avaient fait des statistiques et ils avaient remarqué que sur le jeu FIFA, il y avait plus de gens qui avaient regardé la finale de jeux vidéo que la finale du football. Que la Coupe du Monde, je crois. Que la Coupe du Monde, c'était ça, voilà. Et donc, on est aujourd'hui dans un nouveau monde qui est en train d'arriver. On a des artistes qui sont présents, qui ont des galeries. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver, qu'on aura des casques virtuels? Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux logiciels d'art en 3D où on s'immisce à l'intérieur et on est en train de créer. Et donc, il y a tout un phénomène qui est en train d'arriver. Et le e-sport, on en parlait, peut aussi véhiculer à travers des jeux vidéo, de la culture aussi, parce que on dit que c'est en termes d'industrie créative et industrie culturelle, c'est l'industrie qui aujourd'hui n'a cessé d'être en croissance des 5 dernières années sur le jeu vidéo. Et donc je pense que c'est important. Si je peux me permettre de rajouter justement, de rebondir là-dessus et donner un exemple. Donc en novembre, quand on était au Bénin lors de la semaine du numérique, on a fait une conférence où on expliquait justement les différents enjeux et notamment les opportunités, c'est-à-dire tout à l'heure on en parlait, plus de 3000 cultures en Afrique avec une diversité extraordinaire qu'on peut utiliser comme base pour raconter des histoires, notamment donc dans les jeux vidéo. Et il se trouve qu'hier, justement, pendant l'Africa Cup, durant le pitch, on a eu une de ces personnes qui était présente dans l'audience, qui a passé les différentes étapes et qui présentait un jeu qui s'appelle Zemidjan, les mototaxis qu'on retrouve au Bénin, et donc du coup qui est vraiment très particulier à l'histoire du Bénin, et qui est du coup on a fait un jeu, et donc le jeu était autour du fait de se déplacer en ville, monter sur un Zemidjan, éviter des obstacles, etc. Donc ça c'était, je pense, un bon exemple de comment adapter. Et en plus j'étais témoin de cette start-up effectivement, et il avait intégré aussi, il avait un côté éducatif aussi. Il passait des messages correspondant à la culture avec des citations, des phrases, tout en jouant. Il y avait un volet éducatif aussi dans le jeu. Je me rappelle que quand on était au Bénin, il m'expliquait que le Bénin est un pays qui avait énormément de culture, et on avait rebondi, on avait rigolé, parce qu'ils ont aussi un dieu du tonnerre. Et donc je leur ai expliqué, vous savez, vous imaginez l'argent que les Américains ont fait avec Thor en termes de création, d'industrie, de cinéma, avec toutes les histoires qu'on a, même mais culturelles et qui ont été existantes en Afrique, le nombre de films qui peuvent être créés. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est de dire aux jeunes qui nous écoutent, et je pense que cette émission est intéressante, Afrique Live, c'est de dire qu'il y a la possibilité aussi pour eux d'être des créateurs, d'être des producteurs, d'être ceux qui vont initier, même dans les films d'animation aujourd'hui, parce que quand on parle d'art, de culture, le film d'animation, le jeu vidéo, enfin
l'une des plus grandes industries du jeu vidéo, c'est aussi le film d'animation. Et dans le film d'animation, il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui peuvent développer des choses. Alors justement, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu dis, Farid. Il y a un mouvement que je vous invite tous à découvrir, et j'ai réalisé ça, et ça fait pas si longtemps que j'ai découvert ça, c'est l'afrofuturisme. Et en fait, l'afrofuturisme existe depuis les années 70 en Afrique. Il y avait déjà des personnages de gaming, enfin des personnages de BD qui étaient un peu des super-héros. Et en fait, par rapport à ce que tu dis, quand on parle de gaming ou de cinéma, j'ai envie de dire, il nous faut des super-héros africains qui peuvent inspirer. On n'a jamais eu, le Superman était blanc, Spider-Man, tous ces gens-là, bah, ils sont blancs, jusqu'à là récemment Black Panthers. Mais si on commençait par créer des super-héros, ils existent déjà. Qui nous ressemblent. Voilà, et qui nous ressemblent peut-être, mais les startups, on peut créer des personnages qui sont capables de sauver le monde. Et ce personnage-là peut être africain, il peut être un personnage de tribal ou peu importe. Mais je pense que voilà, moi je vous invite à découvrir l'afrofuturisme. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et qui peuvent aujourd'hui inspirer tous ces créateurs qui nous regardent. Mais en fait, sur cette question-là, et même sur la question de la création de manière générale, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire parce qu'en réalité, la création, c'est une manière d'exister. Quand nous créons, nous montrons que nous existons. Et ce n'est même pas une affaire de montrer à autrui qu'on existe. C'est d'abord à nous-mêmes qu'on doit se rappeler que nous existons, que notre imaginaire a une puissance, mais aussi que cet imaginaire vaut de l'argent. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que, par exemple, Black Panther. Black Panther a été créé par Jack Kirby et Stan Lee dans les années 70. Oui, dans les années 70, juste après l'époque justement où il y avait les luttes pour les droits civiques. Maintenant, quand on se replonge dans l'histoire, les gens ont tendance à oublier que souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une redite de ce qui a existé hier. Et par manque d'informations, par manque de connaissances souvent, ou par manque de diffusion, on se retrouve à penser qu'il faut créer du neuf et qu'on doit inventer parce qu'il y a un manque quelque part. Mais en réalité, les choses existent, mais c'est juste qu'on ne les met pas assez en valeur. Du coup, comme l'exemple de l'afrofuturisme, par exemple, dans notre présentation PowerPoint de Soteco, la première image sur laquelle on a mis notre logo, c'est une œuvre justement qui s'inscrit dans l'afrofuturisme. Il y a un artiste que je suis sur Instagram,